C'est ça le privilège exorbitant des États-Unis. Ils peuvent se permettre de faire à peu près n'importe quoi. Ils ont dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une monnaie. Il y a le signe de $1, il y a un T pour trillion. Tu émets une pièce qui vaut 1000 milliards et avec cette pièce, tu vas à la Banque centrale américaine et tu dis, donnez-nous s'il vous plaît 1000 milliards en échange de cette monnaie. Quelle serait la confiance qu'on pourrait accorder au dollar aujourd'hui si on sait que le Trésor peut émettre des monnaies comme ça? Le dollar est en train de perdre ce rôle de valeur refuge. Trump dit, mon rêve, c'est de retourner à cette période. No taxes, just tariffs. Bonjour Monsieur Michel Girardin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Genève et un spécialiste reconnu en analyse de l'économie, de la politique économique et des politiques monétaires. On va parler aujourd'hui de l'actualité économique avec le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Nous avons des analystes qui s'interrogent sur les risques pour les États-Unis et par extension pour l'économie mondiale de basculer dans une phase de stagflation, c'est-à-dire une stagnation de l'activité économique combinée à une inflation persistante. On a d'autres personnes qui s'interrogent également sur la solidité du rôle du dollar. Son statut de monnaie de réserve mondiale est-il toujours assuré à l'heure où nous avons un contexte international de plus en plus instable et fracturé? On va en parler avec vous aujourd'hui et on va revenir également sur les grandes lignes de la politique de Donald Trump. Vous mobilisez souvent, lors de vos interventions publiques, la courbe de Laffer, qui a fortement influencé l'environnement intellectuel dans lequel ont été conçues les politiques fiscales de Donald Trump. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous dire quelques mots sur cette courbe de Laffer? Oui, merci pour cette invitation et volontiers. Donc, je parle de Arthur Laffer, qui est un économiste américain qui a eu une occasion pour être propulsé tout en haut, consultant et conseiller du président Ford, puis ensuite de Reagan, et enfin de Trump sous son premier mandat. Et en fait, il l'a joué avec un coup de maître, un peu à la Picasso. Il a dessiné une courbe sur une nappe dans un restaurant en 74 à New York. Et avec cette courbe qui a porté son nom depuis, la courbe de Laffer, il a décroché un mandat de conseiller auprès de Donald Rumsfeld, qui était le chef du cabinet du président Ford. Et voilà, c'est comme ça qu'il est devenu un des économistes au niveau de la politique économique les plus en vue des États-Unis. Alors la courbe de Laffer, qu'est-ce qu'elle nous dit? On la résume sous une formule qui est intéressante. On dit « trop d'impôts tue l'impôt ». Laffer est l'homme qui murmure à l'oreille des présidents pour leur dire « coupez les impôts, et vous verrez, vous allez récolter plus d'impôts. Les recettes fiscales vont augmenter. » Alors comment est-ce possible? C'est cette fameuse courbe qu'il a dessinée donc sur la nappe. Et en fait, cette courbe, elle nous dit quoi? Vous voyez sur l'axe horizontal le taux d'imposition et sur l'axe vertical les recettes fiscales. Donc quand on est à 0% de taux d'imposition, les recettes fiscales sont nulles, mais elles sont nulles également quand on est à 100%. Partant de l'idée que quand vous avez une fiscalité qui est totalement confiscatoire, vous ne travaillez pas et donc les recettes fiscales sont nulles. Entre deux, il y a cette courbe en cloche et en fait, vous pouvez voir que si vous êtes à droite du point B, donc dans la partie décroissante de la courbe, eh bien là, effectivement, Arthur Laffer a raison. Si vous passez par exemple de 100% de taux d'imposition à 90%, vous voyez que sur l'axe vertical, les recettes fiscales vont augmenter. Donc voilà ce qu'il a murmuré au président Ford et ensuite à Reagan en disant il faut cesser de taxer le travail et les revenus et subventionner les loisirs et le chômage. Ça donne des résultats catastrophiques. Il faut réduire les impôts et on va doper la croissance et au final avoir des recettes plus importantes. Et c'est ce que les deux ont fait, Ford comme Reagan. Exactement, c'est ce que Reagan en particulier, il a commencé à l'implémenter avec Ford, mais c'est surtout avec Reagan que la sauce a pris. Et là, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que Reagan marque la fin d'un cercle vertueux. Ça a été une catastrophe. La théorie de l'affaire, elle marche si on est dans des taux de fiscalité confiscatoires, au-delà de 50% d'imposition sur le revenu.
Je sais pas, il faudrait peut-être essayer de l'appliquer en France, cette théorie. Mais si vous êtes à gauche du point B là sur cette courbe, et donc dans la partie normale, on va dire la fiscalité, là non. Si vous réduisez les impôts, vous réduisez les recettes, et donc vous augmentez le déficit et vous augmentez la dette. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous Reagan. En fait, ce qui est intéressant avec Reagan, c'est que quand il a commencé en 1980, les États-Unis étaient à la fin d'un cycle qu'on a appelé les 30 glorieuses. Cycle d'après-guerre, de boom, d'euphorie, de baby-boom, dont je suis un produit, par exemple. Voilà, on consomme à tout va. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une période où, si vous le voyez sur cette courbe, donc là on montre la croissance de l'économie américaine en rouge, c'est la courbe qui augmente en rouge, et en bleu, c'est la dette publique. Et en vert, et sur l'échelle de droite du graphique, on voit le ratio entre ces deux variables, donc la dette par rapport au produit intérieur brut. Et ce qu'on constate, c'est que en 1950, le ratio de dette par rapport au PIB était de 80%. Et en 1980, donc quand Reagan a commencé, donc à la fin des 30 glorieuses, ce ratio est tombé à 35%. C'est le plus bas que les États-Unis aient connu pendant ce siècle. Et en fait, ce ratio a diminué non pas avec une politique d'austérité, comme on l'a imposé à la Grèce, une cure d'amaigrissement, quand ils ont connu leurs problèmes de dette en 2011-2012. Au contraire, c'était un boom de la croissance. C'était pas du tout une période d'austérité. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la dette continuait d'augmenter, mais le produit intérieur brut augmentait encore plus rapidement. Donc l'affaire ici a raison, et donc c'est pour ça qu'il s'est inspiré de cette théorie où il dit vous pouvez réduire les impôts, ça va au final créer de la croissance et réduire ce taux d'endettement par rapport au PIB. Sauf que ça a marché pendant les 30 glorieuses et ça n'a pas du tout marché après. Et sous Reagan, le taux est passé de 35% il a doublé à près de 70%. En fait, encore une fois, comme je dis, c'est une théorie qui marche, celle de réduire les impôts. Vous réduisez les impôts, oui, d'accord, vous stimulez la croissance, mais au final, vous augmentez aussi l'endettement. La particularité de la période des 30 glorieuses, c'est que il y avait en fait ce ratio dette par rapport au PIB. La dette augmente, le PIB augmente plus rapidement, donc vous avez un numérateur qui augmente, un dénominateur qui augmente plus rapidement, ce qui fait que le ratio diminue. C'est mathématique, mais voilà, c'est une période qui ne s'est pas répétée dans l'histoire et qui ne peut pas se répéter si vous avez déjà bien utilisé la corde, si on peut dire, bien tirer sur la corde des réductions d'impôts. À un moment donné, vous n'arrivez plus à créer cet effet multiplicateur sur la croissance. Oui, alors qu'est-ce qu'il en est de Donald Trump? Parce que vous dites qu'il y a un parallèle entre la politique de Reagan et de Trump. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, lui, a réussi à avoir les effets escomptés avec cette politique fiscale? Ou bien est-ce que, comme dans les années Reagan, ça a creusé des déficits? Et oui, il a répété la même erreur que Reagan. Reagan aussi, d'ailleurs, c'est intéressant sur un plan géopolitique, c'est que maintenant, il veut construire ce grand dôme, il veut faire exploser les dépenses militaires. Reagan aussi, il avait créé, on parlait de la guerre des étoiles à l'époque, donc Trump marche vraiment dans les mêmes pas que Reagan. D'ailleurs, on parle de Reaganomics et de Trumponomics, c'est pareil. La réalité, c'est que ces deux présidents misent tout sur des réductions d'impôts. Idéalement, le rêve de Trump, c'est de retourner à cette période de l'âge d'or des États-Unis. C'est son rêve qui a suivi la guerre civile, les guerres de sécession au 19e siècle. Il disait ça c'est mon rêve. C'est une économie où il disait no taxes, just tariffs. Donc pas d'impôts. L'impôt sur le revenu a été créé en 1913 aux États-Unis. Donc Trump dit mon rêve c'est de retourner à cette période. Les États-Unis, dit-il, n'ont jamais été aussi riches qu'entre 1870 et 1913.
C'est faux. C'est faux. Si on prend le PNB par habitant, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Mais voilà, donc Trump a essayé de refaire cette politique et commet les mêmes erreurs que Reagan. La dette par rapport au PIB, aujourd'hui, elle est de 120%. Donc on est passé de 35% quand Reagan a commencé. Quand il est parti, on était déjà à 65%. Après, Trump est venu. En 2016, il a continué d'appliquer cette politique et la dette n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à 120%. Est-ce qu'on est entré alors dans un cycle infernal d'endettement pour les États-Unis? Est-ce que c'est irréversible ou est-ce qu'il y a encore la possibilité qu'on arrive à éviter le déséquilibre pour qu'il ne s'installe pas durablement? Alors, la soutenabilité de la dette passe par sa capacité, la capacité d'un gouvernement à la financer, à la rémunérer. Donc, quand vous avez une dette qui augmente, vous devez émettre des obligations. C'est les fameux treasuries, US Treasuries, que les Chinois achètent à tour de bras. Et voilà, donc vous émettez des obligations et vous devez financer ces obligations. Vous devez, et c'est le problème auquel est confronté aujourd'hui les États-Unis, vous devez offrir un rendement suffisamment intéressant pour que les investisseurs soient d'accord d'acheter vos obligations. Donc peut-être qu'il y a un moment donné où on dit, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, les taux à 10 ans sont à 4,5%. Avec une inflation qui est à 2, ça vous fait un rendement réel de 2,5%. Donc vous êtes d'accord de dire, ok, je veux bien prêter de l'argent au gouvernement américain et avoir un rendement après inflation de 2,5% par année, ça me va. Il y a d'autres périodes où peut-être vous avez des doutes sur la capacité du gouvernement de rembourser sa dette et de vous randonner parce que vous achetez une obligation à 10 ans, vous mettez peut-être, je sais pas, 10 000 francs sur une obligation à 10 ans, donc vous comptez bien toucher un rendement chaque année pendant les 10 ans, et à la fin de ces 10 ans, récupérer vos 10 000 francs. C'est l'idée. Maintenant, si à un moment donné, les États-Unis ou un autre pays, la Grèce par exemple, à un moment donné, ils disent, désolé, on ne peut plus payer, on fait défaut. Donc, une faillite du gouvernement, c'est pas comme une faillite d'une entreprise. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on réaménage les conditions. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous m'avez donné 10 000 francs que je devais vous rembourser en 2035, et malheureusement, j'ai pas assez d'argent dans les caisses. Ça va être l'argent, je vais vous le rendre en 2045. Donc, on prolonge de 10 ans la période. Ou alors, on vous dit, je ne vais pouvoir vous redonner que la moitié, 5 000 francs au lieu de 10 000. Donc, c'est ce qui se passe quand les États font défaut. Et donc, le risque qu'il y a, c'est que vous rentriez dans une espèce de cercle vicieux où, si tout d'un coup la confiance diminue, la confiance dans la capacité du gouvernement américain d'honorer, de payer ses dettes, eh bien vous demandez une prime de risque. Vous demandez un intérêt plus élevé parce que vous dites c'est trop risqué. Vous savez à combien les taux d'intérêt ont augmenté au moment de la crise de la dette dans la zone euro avec la Grèce? 45%. Ils étaient à 3%, et tout d'un coup, il y a eu une annonce qui a choqué les marchés. Le ministre Papandreou a dit, désolé, on pensait que le déficit public allait être de 6%. En fait, c'est 12%, 12% du PIB. Et là, les investisseurs ont découvert avec horreur que la dette hellène, la dette grecque n'avait peut-être pas le même risque que la dette allemande. Et donc, ils ont demandé des primes de risque beaucoup plus élevées. Et alors là, vous rentrez dans une cercle vicieux. Parce que si vous avez 170% de dette par rapport au PIB, c'était le cas de la Grèce au moment de la crise de la dette, et que vous payez 45% de taux d'intérêt sur cette dette, ça signifie que vous avez pratiquement l'intégralité de votre produit intérieur brut d'une année, donc tout ce qui est consommation, investissement, stock, exportation, tout ça, vous le prenez et vous le jetez par la fenêtre, vous le donnez à ceux qui vous financent votre dette par l'achat des obligations. Donc à un moment donné,
une dette cesse d'être soutenable si vous n'avez pas la capacité de la payer, si les taux d'intérêt sont trop élevés. Donc c'est irréversible selon vous? C'est une dynamique, hein. Les taux d'intérêt augmentent, diminuent en fonction des attentes que l'on peut avoir sur l'inflation. Aujourd'hui, par exemple, on voit que toute la politique que Trump menace de mettre en œuvre, hein, le gros problème de Trump, c'est que il fait des annonces, il se reprend, il voit qu'il y a des réactions des marchés qui sont pas bonnes, alors il change d'avis, il ajuste et tout, donc ça crée beaucoup d'incertitude et de volatilité. Mais ce qu'on craint, pour revenir à la question première que vous avez posée de le risque de la stagflation, ce risque est réel. Et pour mesurer la première, le danger de la première, j'ai développé un indicateur qui marche très bien, qui est basé sur la confiance des consommateurs, et que j'indique ici non pas en niveau. La plupart des économistes regardent le niveau de la confiance des consommateurs. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que des fois, cette confiance peut être très très haute. Les consommateurs peuvent être totalement euphoriques. Puis après, ça baisse un tout petit peu et ils sont juste très contents. Mais ils passent d'une euphorie à très contents et ça suffit à déclencher une récession. Et comment vous faites pour évaluer leur humeur? Je comprends. Alors ça, c'est basé sur des enquêtes que font deux instituts. Il y a le Conference Board aux États-Unis et il y a une université de Michigan qui fait également une enquête chaque mois. Ils appellent 2000 ménages et ils leur demandent ce qu'ils pensent de leur emploi, s'ils sont optimistes sur le futur, s'ils envisagent d'acheter de faire des dépenses dans des big ticket items, donc des dépenses de changer de voiture par exemple, etc. Donc, et on mesure le baromètre de la confiance des consommateurs, on agrège tout ça et on regarde s'il y a plus d'optimistes que de pessimistes. Et ben voilà, ça donne un barème positif de cette mesure de la confiance. La confiance qui est essentielle aux États-Unis, confiance des consommateurs, parce que contrairement à la Chine, le moteur principal de la croissance aux États-Unis, c'est la consommation. Elle représente 70% de l'activité économique. En Chine, c'est 45%, pas plus. Et ça, c'est un problème, on va y revenir. Et donc, confiance des consommateurs essentielle. Aujourd'hui, avec toute l'incertitude que crée Trump, les consommateurs américains ne savent pas trop sur quel pied danser. Et donc, ils sont très prudents. Et la confiance, là, elle a chuté. Et elle a chuté, vous voyez, j'ai indiqué ici une barre à moins 20%. Et j'ai constaté que chaque fois qu'on traverse cette barre de 20%, on a un début de récession. Les récessions ici, elles sont indiquées par ces barres verticales en orangé. Et donc, on voit très bien, paf, moins 20%, on traverse la ligne, la bleue, qui indique ce seuil entre croissance et récession, et là, la récession démarre. Donc aujourd'hui, à moins 24,5%, on est en zone de récession. Elle a peut-être même déjà commencé. On le saura dans quelques mois quand on aura les chiffres officiels du produit intérieur brut. Donc ça, c'est une des composantes. Et l'autre composante qui fait on risque la stagflation, c'est l'inflation. L'inflation qui peut venir de différentes sources. En l'occurrence, là, elle viendrait simplement, ce serait une inflation importée. Les prix des importations augmentent parce qu'il y a des barrières douanières. Et donc aux États-Unis, les prix augmentent. L'Europe ne va pas rester sans réagir aux barrières douanières de Trump. Donc eux aussi vont augmenter les barrières douanières sur les produits que les États-Unis exportent vers l'Europe, etc. Donc ça crée un phénomène inflationniste partout. Ça augmente les coûts, des coûts qui peuvent être augmentés également par le prix du baril, comme on le voit aujourd'hui avec la réaction des marchés suite à l'attaque d'Israël sur l'Iran. Donc, le risque de stagflation, oui, pour répondre à votre question, il est réel aux États-Unis. Tout ce que vous nous dites au sujet de la stagflation inquiète. Je trouve que c'est beaucoup de red flags. Est-ce qu'il y a quand même du bon dans cette récession de laquelle nous sommes en train de parler? Alors, oui. Paradoxalement, vous allez me dire, mais il est fou, il dit qu'une récession, c'est une bonne nouvelle. Eh bien oui, parce que Trump constate qu'il y a un déséquilibre commercial.
il y a une dette publique, il y a un déficit public qui se traduit également par un déficit commercial, notamment vis-à-vis de la Chine. Et il essaye de le résoudre avec des barrières douanières. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne crée que de la récession. Mais la récession a un bon côté, c'est qu'elle va diminuer les importations et donc, de ce fait, améliorer la balance commerciale américaine. En fait, le déséquilibre qu'il y a entre États-Unis, c'est principalement entre les États-Unis et la Chine, c'est qu'il y a pas assez d'épargne aux États-Unis et trop de consommation. Il y a un gap entre l'épargne et l'investissement. Et en Chine, c'est l'inverse. Il y a trop d'épargne et pas assez d'investissement. L'épargne est excédentaire. Les Chinois épargnent plus de 40% de leurs revenus. Aux États-Unis, c'est 1%. Des fois, c'est même négatif. J'ai découvert qu'un taux d'épargne pouvait être négatif. J'ai dit, comment est-ce qu'une épargne peut être négative? Les États-Unis, les consommateurs américains y ont réussi. C'est peut-être parce que vous savez qu'ils utilisent tellement de cartes de crédit là-bas que quand il y en a une qui a un découvert, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils en prennent une autre pour payer le découvert sur la précédente. Bref, donc, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, il y a un déficit d'épargne aux États-Unis, et c'est ce qui crée cet excès d'importation, et c'est ce qui fait que la balance des commerciales, la balance des comptes courants est déficitaire. Et pareil, en Chine, il y a trop d'épargne, et c'est ce qui crée ce surplus. Donc, si vous voulez rééquilibrer les flux commerciaux, il faut qu'il y ait une récession. Il faut qu'il y ait une bonne récession aux États-Unis, donc pour diminuer les importations, et il faut le contraire, il faut un boom de la croissance en Chine pour doper cette fois-ci les importations en provenance notamment des États-Unis. Je vous propose qu'on parle un peu maintenant de l'influence à l'international. On va parler du dollar, du privilège du dollar. Le dollar américain demeure la principale monnaie de réserve mondiale, ce qui confère aux États-Unis des avantages certains, économiques, géopolitiques. On l'a vu, la politique économique de Donald Trump a creusé significativement la dette américaine. Est-ce que c'est pas justement ce statut privilégié du dollar qui a permis aux États-Unis de repousser finalement ce risque d'être endetté? Est-ce que c'est pas le rôle central du dollar qui légitime, qui justifie ces baisses d'impôts opérées par Donald Trump? Alors, Valéry Giscard d'Estaing parlait d'un privilège exorbitant des États-Unis en faisant référence au dollar, qui est celui de constituer la monnaie de référence au niveau mondial, et donc c'est le seul pays au monde qui a la capacité d'émettre de la monnaie pour financer sa dette. Il suffit d'un simple coup de téléphone du Trésor américain à la Banque centrale pour lui dire imprimez-nous, on a besoin de quelques dollars pour financer notre dette. La Grèce, par exemple, n'a pas ce privilège. Lorsqu'elle a eu ces problèmes d'endettement en 2011-2012, elle a dû faire appel à ce qu'on a appelé la Troïka, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne pour obtenir des euros pour financer sa dette. Les États-Unis n'ont pas ce problème. Ils peuvent se permettre de faire à peu près n'importe quoi. Si à un moment donné ils ont envie d'émettre des dollars pour payer leur dette, ils vont le faire. Il y a même des propositions un peu. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit mais c'est pas possible d'en arriver là. Ils ont découvert aux États-Unis des juristes. Des avocats, que le Trésor américain aurait une capacité de frapper monnaie. Une vieille loi qui date du 19e siècle et qui avait donné à l'époque au Trésor américain capacité de frapper monnaie. Alors ils ont dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une monnaie, et ils l'ont créée, ils ont dit, voilà à quoi elle va ressembler, c'est une pièce en platine, et il y a le signe de $1, et en tout petit, dessous, il y a un T majuscule. Et ce T tient pour trillion.
En français, trillion, c'est donc un billion, donc c'est 1000 milliards, d'un mille sabords, comme disait le capitaine Haddock. Donc 1000 milliards. Donc ils disent, voilà, au trésor, tu émets une pièce qui vaut 1000 milliards, et avec cette pièce, tu vas à la Banque centrale américaine, la Fed, et tu dis, voilà, donnez-nous, s'il vous plaît, 1000 milliards en échange de cette monnaie. Voilà, c'est ça le privilège exorbitant des États-Unis, c'est qu'ils peuvent décider à un moment donné, avec des propositions totalement fantasques comme celle-ci, qui est appuyée par des prix Nobel d'économie, Paul Krugman, pour ne pas le nommer, qui trouve que ce serait une bonne idée. Donc il suffirait d'émettre 30 de ces pièces, puisque la dette américaine c'est à peu près 30 000 milliards, pour pouvoir financer la dette. Alors, j'ose pas imaginer à quoi ressemblerait, quelle serait la confiance qu'on pourrait accorder au dollar aujourd'hui si on sait que le Trésor peut émettre des monnaies comme ça et puis décréter que ça vaut 1000 milliards et financer leur dette. Donc, oui, aux États-Unis, on a cette habitude de considérer que avec le dollar, on peut faire ce qu'on veut, et ça c'est le problème des autres. D'ailleurs, c'est ce que résume très bien un conseiller de Nixon, qui était d'ailleurs, il s'appelle John Connally. Il était dans la voiture à Dallas lorsque John Kennedy, le président, a été assassiné. Lui-même a été blessé aussi grièvement suite à cette balle qui a été tirée sur John Kennedy. Mais il est connu, non pas pour ça, mais pour avoir dit à un moment donné, en 71, quand Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or, il était à Rome et il a dit aux Européens, "The dollar is our currency, but your problem." Donc voilà, l'arrogance qu'on pourrait dire d'un État qui sait qu'il est le maître du monde, qui peut financer sa dette en émettant de la monnaie, et si ça pose problème aux autres, qui accumulent des dollars et qui le faisaient volontiers parce qu'à un moment donné, ils savaient qu'ils pouvaient l'échanger contre de l'or. À un moment donné, Nixon dit c'est terminé, on ne convertit plus les dollars en or, vous gardez vos dollars. Et les Européens n'étaient pas d'accord. Ils disaient nous, on veut pas garder cette monnaie de singe, on veut l'échanger contre de l'or. Donc voilà, le problème, un des problèmes que vous avez lorsque vous êtes sous la règle de quelqu'un qui dicte la loi. Ce que vous expliquez là, c'est vraiment pour mettre en évidence le fait qu'effectivement Trump joue sur un terrain où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, pas beaucoup de risques, et c'est la raison aussi pour laquelle il joue avec les taxes de cette façon-là. C'est qu'il n'a pas peur parce qu'il n'y a pas de risque. Oui, encore que aujourd'hui, ce rôle de monnaie de référence mondiale, la monnaie de réserve au niveau mondial des États-Unis, il est remis en question. Aujourd'hui, on parle de risque de dédollarisation du monde. Il y a de plus en plus d'investisseurs, mais pas seulement des privés comme vous et moi, mais également des investisseurs institutionnels, des caisses de pension, même ici en Suisse, qui disent, nous, le dollar, on n'en veut plus. On sort de tout ce qui commence par US, US bonds, US Treasury bonds, US equities. On en sort, le cash, même le dollar, on n'en veut plus. Il y a une perte de confiance au niveau du dollar. Ce qui tient pour l'instant, ce qui fait que le dollar garde son rôle de monnaie de référence, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Pas d'alternative crédible au dollar, vous dites? Ça veut dire quoi finalement? Que l'hégémonie américaine, on va jamais pouvoir la remettre en question? C'est pas envisageable qu'un jour il y ait un basculement, un renversement de la situation? Alors, oui, l'argument de dire, qui consiste à dire il n'y a pas d'alternative crédible, donc statu quo, on garde le statu quo, ça marche jusqu'à un moment donné où on va développer la qualité de ces alternatives pour qu'elles deviennent justement crédibles. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si on prend l'euro, c'est 27 ministres des Finances. Il n'y a pas un ministre des Finances. Il faudrait créer dans la zone euro, pour que l'euro soit crédible, ce que Victor Hugo appelait les États-Unis d'Europe.
C'était ça sa vision, elle était géniale. Et il disait un discours comme Martin Luther King, I have a dream. C'est un jour, vous verrez, vous, France, vous, Italie, vous, Pays-Bas, vous allez vous réunir comme nous avons réuni la Bretagne. La Bretagne, c'est peut-être pas un exemple, mais oui, la Bretagne. Comme nous avons réuni la Bretagne, la Loire, etc., tous les départements français pour créer les États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, ça ne va pas d'avoir plusieurs ministres des Finances, d'être obligé pour savoir si vous voulez aider la Grèce, de demander aux contribuables allemands s'ils sont d'accord. Il faut qu'il puisse y avoir une péréquation financière. Vous n'êtes pas obligé de passer par le Parlement en Allemagne pour savoir si vous pouvez prendre l'argent des contribuables allemands pour aider la Grèce. Aux États-Unis, en Suisse aussi, cet État fédéral, ça marche comme ça. Et ça marche parce qu'on ne demande pas l'avis aux contribuables de Zug ou de Zurich, qui sont les cantons les plus riches de Suisse, s'ils sont d'accord qu'une partie de leurs revenus, de leurs recettes fiscales, de leurs impôts, aille aider des cantons plus pauvres comme le Jura ou le Tessin. Donc, tant qu'il y aura ce problème dans la zone euro, l'euro ne peut pas constituer une alternative crédible. En Chine, c'est encore moins possible. La Chine, le yuan n'est pas une vraie monnaie, elle n'est pas convertible. Il y a des restrictions sur le mouvement des capitaux. Voilà, donc le yuan n'est pas une alternative crédible. Le franc suisse pourrait en être une. Le franc suisse joue le rôle aujourd'hui de valeur refuge qui est censé jouer le dollar. Mais on le voit même aujourd'hui avec cette attaque d'Israël sur l'Iran, contre l'Iran, c'est le franc suisse qui s'apprécie, c'est pas le dollar. Donc le dollar est en train de perdre ce rôle de valeur refuge à chaque fois qu'il y a une crise, on se refuge dans le dollar. C'est le franc suisse qui assume ce rôle, mais le franc suisse c'est trop petit. Il peut pas jouer le rôle d'une monnaie de référence au niveau mondial. Les crypto-monnaies, c'est pareil. Elles sont aussi, c'est pas inintéressant, mais il y a deux raisons qui font qu'on peut pas utiliser les cryptos comme monnaie de référence mondiale. Un, c'est que leur volume est trop petit. Deux, et surtout, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement derrière qui, de tout d'un coup, ou une banque centrale peut décréter que si on veut éviter un effet domino d'une banque qui entraîne la faillite d'une autre banque, etc., des paniques bancaires, il n'y a pas ce qu'on appelle un prêteur de dernier recours, un lender of last resort, qui est ce qui permet d'éviter des effets domino, des effets de crise bancaire, comme on en a connu aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et c'est d'ailleurs à la suite de ça qu'on a décidé de créer la Banque centrale. La Banque centrale américaine, la Fed, n'a pas été créée pour juguler l'inflation. Aujourd'hui, quand je demande à mes étudiants, on dit, mais pour vous, c'est quoi le rôle d'une banque centrale? Tiens, je vais vous la poser, la question. Laetitia, qu'est-ce que vous répondez? De juguler l'inflation. Voilà, juguler l'inflation. C'est ce qu'on dit. Eh ben, je vous dis, non, oui, maintenant c'est le cas. Mais à l'époque, en 1900, au début du XXe siècle, quand on a créé la Fed, on l'a créé pour qu'il y ait à un moment donné une institution qui soit capable de prêter de l'argent, prêter à des banques pour éviter que les épargnants se précipitent au guichet pour retirer leur épargne, sachant qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc les premiers venus seront les premiers et les seuls servis. Donc pour éviter cet effet, il faut qu'il y ait un prêteur de dernier recours. Et ce prêteur de dernier recours n'existe pas dans le monde des cryptos. Et donc là, à la première crise, il y a tout qui s'effondre. Donc voilà, aujourd'hui, que ce soit du côté de l'euro, le renminbi ou le yuan, les cryptos, maintenant d'aucuns parlent de l'utilisation du dollar de Hong Kong comme monnaie, par exemple les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, commencerait à utiliser le dollar de Hong Kong, sachant que le dollar de Hong Kong est lié au dollar US avec une parité de 1 pour 1.
Oui, alors j'ai parlé à des économistes là-bas qui me disent oui, on va changer, ils vont péguer, ils vont lier le dollar de Hong Kong au yuan, mais on retombe sur le même problème. Le yuan n'est pas une vraie monnaie, n'a pas un statut de monnaie internationale. Donc aujourd'hui, le statut du dollar est préservé. Demain ou après-demain, on verra. Mais il y aura peut-être à un moment donné un moment où ça va réveiller l'Europe. Hein. On a vu déjà cette première réaction quand les Américains ont dit maintenant stop, on arrête de payer pour votre défense, débrouillez-vous. Et là, tout d'un coup, on voit la France et l'Allemagne qui disent bon ben allez maintenant, boum, on y va et on lance des dépenses, des programmes militaires, etc. pour assurer la défense de l'Europe sans l'aide des Américains. Il y aura peut-être aussi quelque chose qui pourra se faire sur le plan monétaire aussi, qui permettra un jour de dire l'euro peut acquérir ce statut de monnaie de réserve au niveau mondial, de référence mondiale, mais pour l'instant, on n'en est pas là. J'aimerais revenir avec vous sur un autre élément de l'histoire qui inspire Trump. En 1985, on a les États-Unis qui ont signé avec 4 autres grandes puissances économiques ce qu'on appelle l'accord du Plaza. Vous en parlez beaucoup dans vos interventions. Il s'agissait d'un accord de coordination monétaire qui visait à faire baisser volontairement le cours du dollar, qui était alors largement surévalué, afin de réduire le déficit commercial américain. Vous affirmez que Donald Trump rêve en quelque sorte d'un accord du Plaza bis, dans lequel les autres grandes puissances accepteraient de réévaluer leur monnaie pour rééquilibrer les échanges au profit du dollar. Mais est-ce qu'un tel scénario est vraiment envisageable dans un monde multipolaire comme celui d'aujourd'hui? Non. Alors, clairement, ce n'est pas possible aujourd'hui parce que ça passerait par une volonté. En fait, Trump, ce qu'il aimerait faire, il aimerait faire ce que Reagan à l'époque avait fait avec le Japon, parce qu'on a présenté cet accord du Plaza comme un accord entre les États-Unis et les autres membres du G5, mais c'était surtout un bras de fer entre les États-Unis et le Japon. Le Japon de l'époque, c'était la Chine d'aujourd'hui. Le Japon, au milieu des années 80, c'était un plein boom de la croissance. Il y avait une euphorie économique et financière également. Donc, ils avaient un surplus colossal commercial vis-à-vis des États-Unis, exactement comme la Chine aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, on a dit stop. Comme vous dites, le dollar était beaucoup trop haut, beaucoup trop cher. Et donc, les États-Unis ont convoqué les membres du G5 à New York, à l'hôtel Plaza, là, au bord de Central Park. Et on dit, voilà, on décrète que les banques centrales, maintenant, vont intervenir pour faire baisser le dollar et faire monter surtout le yen. C'était le yen qui a dû faire monter beaucoup. Ça porte même un nom en japonais, on appelle ça endaka. Donc une appréciation, une réappréciation de la monnaie japonaise pour renchérir le prix des exportations et les faire baisser. Et à l'inverse aussi, un yen plus fort permet de financer plus facilement les importations en provenance des États-Unis. Donc voilà, c'est l'idée. C'était l'idée de Reagan à l'époque, que reprend donc Reaganomics, Trumponomics. Trump reprend la même idée, mais il cherche à l'appliquer à la Chine. La Chine se retrouve aujourd'hui dans la même situation que le Japon à l'époque. Ils ont également un surplus colossal vis-à-vis des États-Unis au niveau commercial. Et ils ont une monnaie qui est totalement sous-évaluée. Je vais vous le montrer sur ce graphique. Ici en Bordeaux, vous voyez l'évolution du yuan par rapport au dollar. Donc à aujourd'hui, le cours c'est à peu près 7,20. Vous payez 7,20 yuan pour acheter $1. Et pour ma part, j'estime que son vrai cours, il est indiqué par la courbe en orange, là, c'est à peu près 4. Donc les Chinois ne devraient pas débourser autant de yuan pour acheter $1, ils ne devraient en débourser que 4, pas 7,2. Traduction, le yuan devrait être beaucoup plus fort. Mais la Chine n'acceptera jamais de faire ce que les Japonais ont accepté de faire en 85.
ils n'accepteront jamais de réévaluer leur monnaie comme l'ont fait les Japonais, pour une raison très simple. C'est que les États-Unis ont imposé au Japon de réévaluer leur monnaie et ils leur ont dit, vous n'avez pas le choix, de toute façon, nous, on est là, on a des bases militaires au Japon, on est un acteur important pour assurer votre défense. C'est pas du tout le cas avec la Chine. Donc les Chinois, ils ont dit, nous, il n'y a rien de tout ça. Et les Chinois ont vu ce que ça a provoqué. Cette réévaluation du yen, elle a engendré on a parlé de la décennie perdue au Japon, mais la décennie perdue, elle a duré 2 décennies, elle a duré 20 ans. Ils se sont retrouvés en déflation. Alors oui, elle n'est pas uniquement due à cette forte appréciation du yen, elle est également due à l'éclatement de la bulle. Il y avait une bulle à la fin des années 80 sur les marchés financiers et sur l'immobilier, et cette bulle a éclaté, et après ils ont connu une chute de l'activité drastique et une période de déflation. La Chine a d'ailleurs pris le même chemin. 30 ans après, ils ont également une bulle dans l'immobilier qui a explosé. Et donc aujourd'hui déjà, l'économie chinoise ne se porte pas très bien. Et donc, ils ne voudront certainement pas accepter de jeter de l'huile sur le feu et avoir par-dessus tout encore un yuan qui s'apprécie contre le dollar et fait chuter les exportations. Là, c'est la débandade. Au niveau économique, ce serait une catastrophe dont ils ne veulent pas. Donc, la probabilité d'avoir un plaza bis que l'économiste, en fait, on a parlé avant de Arthur Laffer, qui murmure à l'oreille des présidents « cut taxes, réduisez les impôts », bah celui qui dit à Trump qu'il faut mettre des tariffs, des barrières douanières, il s'appelle Stephen Miran. Et Stephen Miran, c'est un financier, il travaille dans un hedge fund à New York, et aujourd'hui, c'est le président du conseil des conseillers économiques de Trump. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle stratégique très important au niveau économique. Et lui, il a publié un rapport que j'ai lu d'une 50aine de pages pour redéfinir la stratégie qu'il faut mettre en place pour résoudre ces déséquilibres commerciaux. Et c'est un rapport qui est intéressant, mais qui est truffé d'inexactitudes, voire d'erreurs, de choses qui sont pas vraies. Je vous donne un exemple. Il dit, si on introduit des barrières douanières, ça risque de créer de l'inflation. Donc il le dit quand même textuellement. Mais si le taux de change s'ajuste, le dollar s'ajuste, donc on peut réduire ces tensions inflationnistes. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que le dollar s'apprécie. Parce qu'une monnaie plus forte, on le voit par exemple avec le cas de la Suisse, une monnaie plus forte vous permet d'acheter plus au niveau de l'importation, donc vous réduisez l'inflation importée. Donc si vous avez une monnaie qui s'apprécie, ça fait diminuer l'inflation. À l'inverse, si vous faites baisser votre monnaie, le prix de vos importations augmente et vous importez de l'inflation. Donc lui, ce qu'il dit, il dit, oui, on peut avoir des barrières douanières, c'est inflationniste, mais si le dollar, alors il l'exprime pas comme ça, il dit un ajustement du dollar, mais il faut parler en vrai, concrètement, ça veut dire une appréciation du dollar pourrait contrecarrer l'impact inflationniste des tarifs. Sauf que si le dollar s'apprécie, les déséquilibres commerciaux vont péjorer. Mais lui, il aimerait le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Il dit... voilà, on va avoir un dollar qui s'apprécie, comme ça on n'aura pas l'impact inflationniste des tarifs et puis des barrières douanières, et en même temps il va quand même aussi se déprécier un peu parce que comme ça va ajuster les déséquilibres commerciaux. Donc tout ça c'est des gimmicks, comme ils disent aux États-Unis, c'est des manipulations, c'est de la comptabilité créative, c'est des ajustements. Mais le problème de fond reste ce que nous disions tout à l'heure. Il y a un déséquilibre économique et structurel avec pas assez d'épargne aux États-Unis et trop d'épargne en Chine. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler pour régler les problèmes des déséquilibres commerciaux.
le dollar peut jouer un rôle. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, à Miran, il n'a même pas besoin de faire un accord de Plaza Bis, qu'il a appelé le Mar-a-Lago, hein, donc du nom de la propriété de Trump en Floride. Et ça va se faire tout seul. Aujourd'hui, comme on disait avant, il y a une perte de confiance qui s'instaure sur le dollar, qui fait que le dollar baisse. Il a déjà perdu 15% contre l'euro. Ça pourrait continuer. Si on ne change pas de politique, bah, ça va continuer. Le dollar va continuer à perdre de la hauteur. Le grand défi pour les États-Unis aujourd'hui, c'est de continuer à jouer sur dire que c'est notre monnaie, votre problème, de dire, OK, nous, on le fait baisser. Hein, OK, nous, on voit que les gens ont plus confiance, donc ils vendent leur dollar, le dollar baisse. Nous, ça fait notre beurre, hein, ça nous permet d'exporter davantage, puisque le prix des exportations diminue. Et donc, ça contribue à rééquilibrer la chose, et donc, nos déséquilibres commerciaux. Donc finalement, la Chine risque quand même d'être confrontée à ce problème d'une monnaie qui tendanciellement a tendance à s'apprécier contre le dollar, même s'ils ne le veulent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que Trump prenne conscience de ce qui est en jeu, qu'il réajuste ses politiques, qu'il puisse trouver une alternative au modèle qu'il a proposé jusqu'alors? Donc un cadre économique qui concilie à la fois croissance, responsabilité budgétaire, stabilité à long terme. Vous pensez que c'est possible que Trump se réajuste? Alors, heureusement, la bonne nouvelle dans tout ce capharnaüm de décisions un peu contradictoires, où on annonce quelque chose, puis après on revient sur les décisions et on dit, ah ben non, finalement, les tarifs, non, ça sera pas 31% pour la Chine, allez, ça sera 5%, et tout, voilà, on change comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit la réaction sur les marchés. Donc, heureusement que les marchés sont là et qu'ils sanctionnent les décisions. Donc oui, heureusement que les marchés sont là pour indiquer à Trump qu'il fait fausse route. Un bon exemple, c'est le Liberation Day. On s'est libéré de quoi au juste, je ne sais pas trop. Mais ce fameux jour de la libération qu'il a décrété être le 2 avril. Et vous savez pourquoi il a choisi le 2 avril? Au départ, ça devait être le 1er avril. Mais c'est donc le jour où il a sorti de son chapeau ce tableau qui après on a vu sur toutes les télévisions avec les barrières douanières qu'il allait mettre, et là il a sorti un chiffre par exemple totalement hallucinant pour la Suisse de 31%. Donc il a dit non, les gens vont penser que si je mets ça le 1er avril, ce qui était son intention première, ils vont croire que c'est un poisson d'avril. En fait, c'est pas du tout un poisson d'avril, c'est vrai. Donc ça va être le 2 avril. Donc 2 avril, Liberation Day. Et là, regardez sur ce graphique, les marchés réagissent violemment. La courbe en bleu, c'est l'indice de la bourse dans la zone euro, l'Eurostock 50. Et la courbe en orange, c'est le S&P 500, c'est l'indice de la bourse de New York, des 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Et la courbe tout en haut, c'est l'or. L'or qui aujourd'hui joue ce rôle que devrait jouer d'ailleurs le dollar. Rôle de valeur refuge. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que Trump lance une nouvelle menace, ou qu'il y a un conflit qui se passe maintenant, comme maintenant entre Israël et l'Iran, un nouveau front belliqueux qui s'ouvre, l'or explose, il part à la hausse. Donc voilà, on a des réactions immédiates sur les marchés, et Trump, la bonne nouvelle, c'est que Trump regarde les marchés. Il regarde non seulement la bourse, mais également le marché obligataire, parce qu'il sait pertinemment que la dette doit être financée, et comme on disait tout à l'heure, le rôle à un moment donné des États-Unis, ce privilège exorbitant qu'ils ont de pouvoir émettre de la monnaie pour financer leur propre dette, oui, d'accord, mais il faut aussi payer un taux d'intérêt pour ça. Et si à un moment donné, ils doivent payer un taux d'intérêt trop élevé vis-à-vis des investisseurs internationaux, eh bien, ils ne pourront plus payer et ils devront faire défaut sur leur dette. Alors, l'alternative à la solution
prôné par Trump de jouer sur le dollar, de jouer sur les impôts, de repousser finalement le problème. Vous savez, aux États-Unis, il y a cette expression "you kick the can down the road". Vous repoussez le problème. Vous avez une canette qui traîne par terre, plutôt que de la ramasser, vous la shootez plus loin et vous continuez d'avancer et puis vous la re-shootez plus loin. Donc typiquement, aux États-Unis, il y a un plafond sur la dette, mais chaque fois que les Américains touchent ce plafond, qu'est-ce qu'ils font? Ils surélèvent le plafond, ils le déplacent vers le haut. Ça doit passer vers le Congrès, etc. Mais ils l'ont fait 85 fois depuis qu'ils ont institué ce plafond. Donc chaque fois, c'est pareil. Donc bien avant Trump. Oui, déjà bien avant Trump. Donc c'est vraiment quelque chose. Moi, ça me fait rire chaque fois. On dit les États-Unis vont toucher le plafond de la dette, ils vont devoir fermer le gouvernement. Et des fois, ils ferment quelques bureaux ici et là. Mais en fait, ça me fait doucement rigoler parce que je sais exactement que ça va finir comme les 85 autres fois. On va simplement rehausser le plafond. Et voilà. Donc, à un moment donné, vous savez, de dévaluer sa monnaie pour payer ses dettes, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Les rois en France faisaient ça déjà à l'époque. Vous dévaluez votre monnaie et c'est un bon moyen de payer vos dettes. Sauf que vous le faites avec une monnaie de singe. Les gens n'ont plus confiance. Vous créez de l'inflation. Vous instaurez un climat qui n'est plus basé sur la confiance. Et tout le système monétaire repose sur la confiance. Lei parla italiano, mi sembra. Sì. Alors, la monnaie fiduciaire vient du latin fiducia, et en italien également fiducia, la confiance. Un dépôt fiduciaire, c'est basé sur la confiance. Le dollar repose sur la confiance. Vous devez pouvoir faire confiance au gouvernement américain, vous devez pouvoir avoir cette possibilité d'utiliser vos dollars pour payer vos impôts. C'est quand même une des fonctions premières de la monnaie, avant de faciliter l'échange, c'est la capacité de payer des impôts avec votre monnaie. Donc, si la confiance n'est plus, à un moment donné, voilà, ça sera très problématique pour le dollar. Et je dis, à un moment donné, on peut pas shooter toujours cette canette plus loin. À un moment donné, il faut se baisser, payer la facture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des réformes pour doper l'épargne, pour introduire une culture de l'épargne aux États-Unis, arrêter cette surconsommation à tout va, qui alimente ces déficits. Et en Chine, pareil. En Chine, il y a trop d'épargne. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est défaillant, par exemple au niveau des caisses de pension. Il n'y a pas un système de prévoyance qui tient la route en Chine. Donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils achetaient avant des maisons, des biens immobiliers. C'était ça leur assurance pour les vieux jours. Et puis il y a eu la bulle immobilière, comme au Japon il y a 30 ans, a explosé. Donc les prix de l'immobilier maintenant c'est terminé. Et donc en gros les Chinois mettent de l'argent sous leur oreiller pour leurs vieux jours. Mais 45% de taux d'épargne, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire tourner une économie si les gens mettent l'argent sous leur oreiller. Donc là aussi, il y a des réformes structurelles à faire tant aux États-Unis qu'en Chine. Mais ça veut dire mettre en place des systèmes de prévoyance pour assurer le financement des retraites. C'est d'autant plus criant, ce besoin est d'autant plus important la Chine, comme beaucoup d'autres pays, le Japon notamment, sont confrontés à un problème de vieillissement de la population qui est juste incroyable. La pyramide, là, elle ressemble plus à une colonne et bientôt, elle va être sur sa tête. Alors, on ne peut pas terminer une interview sur le problème du dollar et tout. On dit, mon Dieu, mais on va se pendre avec toutes ces mauvaises nouvelles. Donc oui, il y a quand même des bonnes nouvelles, si on doit résumer par rapport à notre discussion, c'est que paradoxalement, comme vous m'avez dit à un moment donné, il y a des bonnes nouvelles dans la récession, et je dis oui, si l'économie américaine ralentit, s'il y a cette
perte de confiance dans le dollar, mais qu'elle reste quand même maîtrisée, c'est-à-dire que le dollar baisse, mais continue à garder ce rôle de réserve mondiale. Donc il diminue en valeur, comme il l'a fait déjà cette année. L'un comme l'autre sont deux facteurs importants qui réduisent le déficit des États-Unis, notamment vis-à-vis de la Chine, mais également contre l'Europe. Donc le gros problème au niveau mondial, c'est ça, c'est ce déséquilibre commercial. Et une petite récession et une baisse maîtrisée du dollar œuvrent les deux à réduire ce déséquilibre. Donc les États-Unis peuvent se sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont engouffrés. S'en sortir sans les mesures structurelles auxquelles on a fait allusion, d'avoir un système qui est basé sur un moindre recours, notamment des consommateurs, à la dette pour financer leur consommation. Vous savez qu'aux États-Unis, vous achetez un bien immobilier sans fonds propres et quand vous pouvez plus payer l'intérêt que vous avez sur votre hypothèque, ils achètent une deuxième maison et avec l'argent de la deuxième maison, ils payent. Enfin voilà, il y a des excès qu'il nous faut réajuster aux États-Unis et il y a d'autres excès, mais dans l'autre sens, avec ce surplus d'épargne qu'il nous faut également ajuster en Chine. Merci beaucoup, Monsieur Girardin, pour cette discussion intéressante sur cette stagflation qui pèse sur les États-Unis, l'hégémonie du dollar qui risque de se poursuivre malgré la perte de confiance dans le dollar, des déséquilibres structurels auxquels vous avez apporté des réponses, des conseils, des façons de réajuster ces déséquilibres. C'était une discussion riche avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour cet entretien passionnant. Peut-être à bientôt. Super, merci beaucoup pour cette invitation.